l'entrevue avec Lucille. Partons au fil des saisons à la découverte de professionnels autour de la nature et des animaux. Voici votre rendez-vous de ce vendredi. Bonjour à tous sur l'entrevue de Radio Club. Aujourd'hui, j'accueille Jean-François Bourbon. Alors Jean-François, je te connais depuis pas mal de temps. Tu es vraiment, pour moi et je pense pour les gens que tu aides et que tu accompagnes, quelqu'un dans la guérison, quelqu'un dans le magnétisme, dans la coupure de feu. Mais je vais te laisser te présenter parce que je trouve que chaque personne se présente tellement de façon différente et offre tellement sa personnalité qui ensuite va apporter quelque chose à son accompagnement que j'ai d'abord envie de t'écouter. Donc, bonjour Jean-François. Bonjour Lucille, bonjour à tous et à toutes. Alors, se présenter, c'est toujours un petit peu délicat parce que on aime bien plutôt se tenir un petit peu en retrait, généralement. Alors, on peut commencer par dire, en fait, j'ai coutume de dire que je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans tout petit. Et ce qui s'est passé, c'est que dès mon enfance, vers 7-8 ans, j'ai eu des rêves de magnétisme, de télékinésie. Alors, je me fais de télékinésie, puis ça m'intéresse pas de toute façon. Mais de magnétisme, d'énergie qui sortait de mes mains. Alors que je précise que mes parents n'avaient absolument rien à voir là-dedans. Mon père était électricien, tout simplement. C'était le seul magnétisme qu'il pouvait développer, on va dire. Et puis, je ressentais déjà ce que pensaient mes copains d'enfance. Ça, c'était pas toujours très facile parce que quand on sait ce que pense une personne, surtout des enfants, c'est quand même très versatile au niveau de l'esprit. C'était mon copain, puis on voit que c'est faux. Donc, mais ça peut être encore devenir son copain une demi-heure après. Donc, à cet âge-là. Donc ça, c'était compliqué. Toute l'adolescence et autres, je ressentais ce que pensait tout le monde, aussi bien les adultes et autres. Ce qui m'a amené aussi d'ailleurs à me tenir un peu en retrait sur pas mal de choses parce que je sentais bien comment étaient les personnes. Après, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui était notre médecin de famille, qui est devenu un ami d'ailleurs, qui est évidemment âgé maintenant. Cette personne-là faisait de l'astrologie médicale. Il a eu quelques soucis au niveau de la médecine, donc il en a profité pour aller apprendre l'acupuncture à Shanghai, à l'école officielle. Il a donc fait ça et c'était un des rares à faire ça à l'époque en France, c'est clair. Il a appris la phytothérapie, donc l'astrologie médicale, les huiles essentielles, la sophrologie, les épices, et écrit plusieurs bouquins sur Hildegarde, sur les épices, sur les soins et autres. Et cette personne-là m'a un peu guidé quand même, malgré son emploi du temps très chargé, évidemment. Et elle a bien confirmé que j'avais des possibilités dans le magnétisme, dans les énergies. Tout cela grâce à l'astrologie, évidemment. Mais bon, ça m'a pas... Voilà, bon, on le sait, ouais, ok, mais comment faire? Que fait-on? Et puis, de fil en aiguille, en grandissant, on va dire, j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré une personne formidable qui était une petite mamie qui m'a appris tout ce qu'elle connaissait, toute la somme de sa vie de magnétiseuse qu'elle m'a appris. Je la voyais là 2 fois par semaine. Elle habitait à Angoulême, pas très loin de chez moi, et tenait absolument à me former. Alors moi, je n'osais pas y aller, et pour la petite histoire, elle m'avait rappelé en me disant si, venez absolument, et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai appris beaucoup grâce à elle. Elle m'a transmis tout ce qu'elle savait avant de mourir, en fait. Et j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui transmettent comme ça. Là, c'est pas une question de business, c'est une question de, comment dirais-je, de transfert, de communication, je veux dire, d'amour et de donner, de savoir recevoir tout ça, c'est hyper important, c'est exceptionnel. À partir de là, moi j'ai continué, j'ai fait ma vie de jeune homme, ma vie professionnelle avec des hauts et des bas, mais toujours avec ça dans la tête. De temps en temps, je faisais partir un petit zona, des choses comme ça. Et puis j'ai encore eu sur mon chemin d'autres personnes et j'ai appris. En fait, il faut tout le temps apprendre. Voilà, ce qui fait que depuis
J'ai un ami qui a une dizaine d'années me tenait pour me dire « Oh, tu devrais t'inscrire sur Facebook et tout. » Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Et puis j'ai mis le bout du doigt et en fait le bras maintenant, la tête aussi, je crois, quelque part. Alors il y a des côtés très négatifs sur Facebook, évidemment. Vous verrez jamais sur ma page, je raconte pas ma vie ni quoi que ce soit. Je fais juste par rapport aux énergies et autres. Et encore, on peut pas trop dire grand-chose dessus, donc voilà. Mais ça permet de rencontrer des personnes là encore. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, formidables. J'en ai rencontré que j'ai pu voir en vrai, tiens, cette année, Éric Dudois, qui est une personne extraordinaire. Et en fait, on a l'impression de retrouver quelque part sa famille spirituelle avec ces personnes-là. Et ça fait progresser. Donc, c'est qu'une progression constante. Après, on voit d'autres personnes qui sont spécialisées dans le rebootage et autres. Et tout ça, on apprend des choses, même une petite phrase. Comme Lucille, tu as dit tout à l'heure, t'as pas fait attention quand tu as dit, et pourtant cette petite phrase est hyper importante par rapport au cancer. Et je sais, il y a un petit truc à développer par rapport à la coupure de feu d'ordre mental, c'est ce que je pratique. Et voilà, il faut toujours garder l'esprit ouvert. Voilà. Comme je dis très souvent, par rapport à la coupure de feu par ordre mental, qui n'a rien à voir avec les prières, il faut penser au fou avec son entonnoir sur la tête, qui est dans ce sens-là et autres. Ben nous, cet entonnoir-là, il faut l'inverser. Il faut le prendre comme ça. Il faut recueillir, se connecter, apprendre, garder l'esprit ouvert. Et tu m'as donné une piste qui est très importante, qui me servira dans les années à suivre. Et pourtant, tu vois, tu l'as dit comme ça dans tes phrases, hein. Et je vais m'en servir, ça c'est clair. Voilà. C'est ça, cette vie de guérisseur, c'est chercher tout le temps à avancer, à apprendre, à faire le tri aussi, parce qu'il y a de tout, hein. C'est clair. Mais c'est génial, quoi. Parce que là, aujourd'hui, juste avant de commencer l'émission, ouais, j'ai encore eu quelque chose grâce à toi, et ça c'est génial. Voilà. Oui. Alors je m'écarte un petit peu sur tout, mais en même temps, ce qu'il faut, c'est l'enthousiasme, quoi. Voilà. Voilà. Alors effectivement, on a parlé un petit peu avant de se mettre en ligne, et effectivement, dans ce que tu dis, et c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir aujourd'hui, le parcours d'un guérisseur, c'est, et tu le montres très bien, un parcours d'humilité. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi on est arrivé là, dans telle famille, et puis en fait, on est arrivé dans telle famille parce que proche de cette famille, ou dans cette famille, mais pas forcément sur le père et la mère, eh bien, il y a quelque chose qui doit nous être transmis, qui peut nous être transmis, et il y a les personnes qui vont nous entourer pour faire de nous ce que l'on est en train de devenir. Et ça, c'est tout au long de la vie. Hein? Moi, pour travailler auprès des animaux, dans la guérison, la communication animale, chaque jour, et toi aussi tu m'as apporté quelque chose tout à l'heure, voilà, et tu viens de me l'apporter là, dans la télékinésie. Donc, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Et tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on échange comme ça, et tout ce que l'on infuse, et que ensuite on va pouvoir mettre en pratique, et ensuite repartager à nouveau et transmettre pour que notre succession se fasse. Je pense que là, dans ce que tu as dit, ça me permet aussi, moi, de rendre hommage à des rebouteux que j'ai rencontrés, où moi, assez curieusement, la rebouteuse, les deux, hein, que j'ai rencontrés sont des gens qui m'ont fait travailler le fait d'aller jusqu'au bout et le fait d'être têtu, parce que eux ne voulaient pas me transmettre. Mmh. Et ensuite, ils m'ont dit que c'est parce que, et ils ont raison, que je suis comme un cheval, je suis dans la fuite. Or, l'apprentissage avec eux, c'était de faire que je ne fuis plus, que s'ils me donnent ça, je le fasse. Bien sûr. Quel apprentissage! Quel apprentissage! C'est clair, c'est un apprentissage de toute la vie déjà.
Déjà, ça commence par la famille, par l'enfance. En fait, tout est lié, mais vraiment lié comme ça, je veux dire. Mais on s'en aperçoit pas vraiment au début, parce qu'on n'a pas les connaissances, ni le recul de la vie, ni la spiritualité aussi qui est nécessaire pour faire tout ça. Et c'est vrai que tout est lié. Il n'y a aucun hasard. Rien. Tout est fait pour. Mais il faut en prendre conscience. Mais ça me prend des dizaines d'années. Ça, à moins d'être Bouddha ou autre, hein. Mais bon, c'est pas mon cas. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à tout. Parce que c'est tellement lié, tellement imbriqué que il faut absolument rester sur son chemin, son chemin de vie, et encore avec la difficulté de trouver son vrai chemin de vie, parce qu'on peut en trouver plein de chemins de vie. Il y a plein de directions, il y a plein de panneaux d'indications, dans tous les sens. Mais le vrai chemin de vie, il est devant nous. Et c'est très très difficile d'arriver à l'emprunter déjà, et surtout à y rester. Ce qui est formidable, c'est quand on y reste, à ce moment-là, de plus en plus, ce chemin de vie s'agrandit. Ça devient une sorte d'autoroute, en exagérant un peu, mais sans péage. Et cette autoroute nous permet d'avancer de plus en plus, d'acquérir encore plus de connaissances, de rencontrer encore plus de personnes autour de nous avec qui on va pouvoir parler. Parce que, en fait, il y a aussi des petites... on va faire une aparté, c'est que le guérisseur est quand même, ou le magnétiseur, est très souvent seul. Parce que ce que l'on fait, pour en parler, à qui on peut en parler, de ce que l'on fait vraiment, je veux dire, de jusqu'où on peut aller. On peut en parler, hein. Même si nos propres amis, les proches, savent très bien ce que l'on fait, grosso modo, mais on peut pas leur dire ce que l'on fait vraiment. Et c'est ça, on a quand même une sorte de solitude quelque part. Après, on a quelques personnes à qui on peut en parler, je dirais, sans problème, parce que ils vivent la même chose, différemment très souvent, mais ils vivent la même chose. Et voilà. Mais sinon, on est seul, quoi. C'est clair dans ce genre de choses. Oui, tout à fait. Il y a tellement un travail alchimique et de se faire confiance aussi. Et merci beaucoup pour tout ce parcours de vie que tu nous mets en place. Et du coup, ça va nous permettre de terminer cette première partie. Et pour clôturer cette première partie, moi, j'aimerais donc dire que ce parcours de vie, cette voie que l'on garde et qui ensuite se dégage comme une belle autoroute sans péage et sur lesquelles on ne part pas sur la moindre sortie ou voie de garage, tentation, hein, qui pourrait être autant sur la droite que sur la gauche, voire faire un tête à queue. Je trouve que du coup tout ça, c'est aussi et surtout, je voudrais clôturer cette première partie là-dessus, sur le fait qu'un chemin de vie, c'est pas une histoire de mode. Oh là, que oui. Voilà. C'est vrai qu'on rebondit un peu sur cette histoire de mode à l'heure actuelle, Lucille, ou... On va le faire, je crois, dans la deuxième partie. D'accord. Je vous propose là une première musique pour illustrer notre propos. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Tu arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans
que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Comme toi tu donnes, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul avec moi. Et moi comme un gosse idiot, près de ma radio, j'écouterai ta propre voix qui me chantera. Je suis malade, complètement malade, comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Tu entends? Je suis malade. Bonjour à tous, à nouveau sur Radio Club avec Jean-François Bourbon qui est en Charente, et à la fin de l'émission, on vous mettra également ses coordonnées pour que si vous avez besoin de quelque chose, que vous puissiez le retrouver, et donc son Facebook JF Bourbon. Donc là, nous avions parlé, juste en terminant, de cette histoire de mode. Alors pourquoi est-ce que la guérison, est-ce que le magnétisme, est-ce que coupeur de feu, ça ne peut pas être une histoire de mode, Jean-François? Ouais. Alors là, il y a beaucoup à dire. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a une mode, la mode des coupeurs de feu, notamment. Alors, j'en ai jamais tant vu. Je gère un groupe de barreurs de feu sur Facebook. On arrive à 19 000 personnes, je crois. Bon, il n'y a pas que des barreurs de feu, il n'y en a pas tant que ça. Mais on s'occupe aussi des soins des suivis en chimio, en rayon, principalement, et puis les brûlures, les coups de soleil aussi, pour ceux qui débutent. Et là, on voit arriver en ce moment, mais ça fait longtemps déjà, bientôt, je dirais 2 ans, à peu près. On voit, j'ai reçu une prière, et la personne se précipite pour aller s'occuper d'un malade en suivi chimiothérapie ou rayon. Et je veux dire, mais c'est pas parce qu'on a une prière comme ça, même si on vous l'a donnée le 24 décembre au soir en jeûnant pendant 3 jours, ou autre, je dirais, remède de grand-mère, un petit peu en moquant. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, parce qu'il faut travailler. Il y a un travail énorme, et puis ça se fait pas comme ça. Toujours, j'insiste, c'est que on travaille sur des gens qui souffrent, qui risquent leur vie pendant cette maladie-là. Donc on fait pas n'importe quoi, je veux dire. Faut arrêter l'ego, faut arrêter de se prendre pour le sauveur du monde ou de la sauveuse du monde, parce qu'il y en a beaucoup.
C'est pas la peine de chercher à avoir un ascendant sur les gens en disant, bah oui, moi je fais ça, je fais ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que ce qu'ils savent pas aussi, c'est que quand on se lance là-dedans, un jour aussi, on est confronté à la mort. Et on a des personnes que l'on va suivre pendant des mois, voire des années, qui deviennent pour ainsi dire des amis, même si on s'est jamais rencontrés dans la majorité des cas. Et ils vont nous confier tous leurs petits secrets de famille parce que il y a qu'à nous qui peuvent parler de tout ça, parce qu'on a une écoute importante aussi. Et ces personnes-là, hop, en 2-3 jours, des fois, peuvent partir. Et elles sont plus là. Et là, on se retrouve seul. Et là, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir nous comprendre. Et on doit affronter ça tout seul. La perte des personnes et autres, c'est compliqué. C'est encore vachement plus compliqué. Je dis ça avec un peu de colère et d'énervement quelquefois parce qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il faut arrêter de croire que tout le monde est des super-héros et des choses comme ça. On n'est pas des héros. Mais par contre, on est vraiment confronté des fois à la mort d'enfants. Je me rappellerai toute ma vie un gamin. Il n'y avait plus rien à faire. Il était chez lui dans sa chambre. Ça faisait 3 jours qu'il se levait plus. Et puis on me contacte par tierce personne. Et cette personne-là, le papa, je lui dis, écoutez, je m'occupe de lui. Et puis, voilà, le lendemain matin, il s'était enfin levé, parce que ça fait donc plusieurs jours qu'il ne pouvait plus se lever, qu'il ne pouvait plus jouer. Et là, il se lève et il va jouer dans sa chambre. Et son père était tellement fou de joie, il me dit, vous croyez qu'il y a d'espoir? Mais non, il n'y a pas d'espoir. Il n'y avait aucun espoir. On sait bien, il était condamné, ce gamin. Il est mort quelques jours, quelques semaines après. Et ça, c'est des choses qui sont très très difficiles à gérer, à appréhender et à vivre. Alors, les personnes à côté de ça qui vont faire leur petite formation de 2 jours avec un gros chèque suivant les cas, c'est bon, c'est le début. Il faut des années, des dizaines d'années pour être prêt. Faut pas croire parce que on a des capacités. C'est pas vraiment un don. Le don, ça fait un peu supérieur, mais des capacités, on va dire. Tout le monde a des capacités. Il y en a, c'est pour la cuisine. Il y en a d'autres, c'est pour la peinture. Il y en a d'autres, c'est pour la musique. Nous, on est plus doués pour ça, tout au moins. Enfin, on a plus de capacités pour ça, mais malgré tout, ça fait pas tout. Il faut bosser. Moi, ça m'arrivait de me réveiller en pleine nuit pour trouver des nouveaux protocoles de chimiothérapie pour la personne, parce que la personne de l'autre côté elle était vraiment très très malade. Il fallait que je trouve une solution. C'est un investissement. J'ai fait de jour et de nuit, 24/24. C'est un sacerdoce. C'est pas du bien-être. Ça n'a rien à voir. On est bien au-delà du bien-être. Et voilà. Après, je peux en parler des heures, mais toutes ces formations, je veux dire, ça va apporter quoi? Les personnes vont se dire, oh bah oui, je vais faire ceci, cela. Ok, non, ça marche pas comme ça. Quand je fais une formation, c'est très très rare, j'en fasse, mais de barreur des feux débutants, parce qu'évidemment, on peut pas tout apprendre en une seule journée, parce qu'il y a du travail derrière, et il faut se revoir bien plus tard après. Je passe plus de la moitié du temps de la formation à leur expliquer de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ils vont se précipiter, la majorité ne vont pas avoir suffisamment de retenue, ils vont se précipiter sur des personnes avec des cancers, donc j'y reviens. Mais il faut pas envoyer d'énergie sur des cellules cancéreuses, parce que c'est pas spécialement une bonne idée. Si d'un côté il y a de la chimio, des rayons, et de l'autre côté on envoie de l'énergie sur les cellules cancéreuses, qu'est-ce que ça peut donner? Alors évidemment, il n'y a pas d'études pour ça. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que il y a un principe de précaution. Ça fonctionne très bien différemment, ça s'apprend, ça se travaille. C'est comme, faut faire ses gammes, c'est comme à la musique, quoi, je veux dire. Tout le monde peut jouer au tennis, prendre une raquette et arriver à envoyer la balle de l'autre côté du filet. Tout le monde va y arriver avec plus ou moins de difficultés. Après, pour faire Roland-Garros, c'est pas pareil, hein. Il faut consacrer sa vie et il y a peu d'élus. Même si le terme d'élu par rapport au guérisseur ou autre, c'est pas le bon terme, hein, du tout. Et c'est juste pour montrer. J'aime beaucoup ton humilité et ta simplicité et le fait là de remettre les choses en place par rapport à un effet de mode. Hein. Le guérisseur, la guérison, effectivement, c'est pas un effet de mode parce que c'est pas le bien-être avec un petit tiret au milieu. La guérison, c'est le bien-être, le bien-naître, naître. Et
naître, c'est aussi mourir. Et la guérison, c'est le bien-être, le bien-vivre et le bien-mourir. Voilà, on voit que c'est un champ beaucoup plus vaste et on oublie, et là tu le dis très bien, on oublie trop souvent combien le guérisseur doit travailler. Alors, sur sa responsabilité, là tu le dis très bien, sur son travail qui ne doit pas aller contre le travail des médecins, contre le travail de la chimio, contre le travail des vétérinaires, contre le travail des ostéopathes. Voilà, on voit très bien où le bon guérisseur se positionne. Je trouve que là, tu dis des choses qui sont extrêmement, extrêmement fondamentales, et tout ça dans le calme et la paix et la sérénité. Et pour moi, c'est aussi important parce que la guérison, elle se passe dans la paix, le calme et la sérénité. Et là, cette émission qu'on fait là, elle montre déjà le petit chemin qu'il faut emprunter pour suivre les différentes étapes. Et dans l'autre partie de ce que tu viens de dire, il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est la solitude, hein, bien sûr, quand on travaille, la quantité de travail, et puis aussi, on ne parle pas suffisamment de la résistance que doit acquérir le guérisseur. Parce que on n'est pas seulement confronté à nos propres épreuves de la vie, à nos propres décès, à notre famille, on n'est pas seulement confronté à ça, on est confronté aux douleurs, aux maladies, aux moments importants de la vie des autres, qui se rajoutent comme des moments précis et où on va avoir une véritable douleur à gérer. C'est pas un problème d'empathie, c'est un problème que la douleur ressentie à ce moment-là par l'autre, elle nous imprègne et elle nous arrive. Et là, qu'est-ce qu'on en fait, nous, déjà pour travailler ça, et puis soyons clairs, pour ne pas tomber malade et savoir le gérer et continuer notre propre travail sur nous-mêmes, mais aussi notre travail de guérison. Je pense que là, c'est beaucoup trop idéalisé. Moi, je le vis aussi par rapport à la communication animale, qui est beaucoup, beaucoup trop idéalisée. On ne se rend pas compte de la complexité du travail, que c'est loin d'être rose tous les jours. Voilà, pareil, hein, moi, dans la guérison avec les animaux, on ne se rend pas compte de ce que nous prenons comme des charges de la maladie de l'autre et de émotionnel, mental et spiritualité de l'autre, parce que nous sommes comme une antenne. Donc automatiquement, l'antenne, de temps en temps, eh bien oui, elle se prend une bonne décharge. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment ça se travaille? Et je trouve que là, voilà, ce que tu as dit là, ça nous montre bien que ça ne peut pas être une mode ou une fierté ou une aura, et que notre travail n'est pas non plus de se laisser mettre dans une position de gourou. Et je trouve que tout ce que tu dis là, c'est important. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ce thème? On pourrait épiloguer, mais c'est vrai que les personnes pensent faire bien en essayant de faire leur petite formation et autres. Et elles sont contentes, elles sont enthousiastes. Et on a toujours tous eu de l'enthousiasme dans les débuts, je veux dire. Après, c'est différent, c'est plus pareil. Les personnes sont, je dirais, de bonne volonté, mais elles se rendent pas compte. Elles se rendent pas compte des dégâts qu'elles peuvent faire sur des personnes. C'est ça qui est dramatique. Il y en a qui envoient de l'énergie n'importe comment. C'est pas bien. C'est pas bien. Et puis, faut pas non plus faire sans prévenir les personnes. Il y en a qui font des formations, pas les nommer. Et après, ce sont un plaisir d'envoyer de l'énergie sur leurs amis et autres sans les prévenir. Et après, on peut les ramasser suivant les cas en petite forme, ces personnes-là. Donc, voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc tout ça c'est important. Hein. Une personne ou un animal qui veut un soin, bien sûr, la personne va demander pour son animal, ou la personne va demander pour elle-même un soin. Mais c'est vrai que c'est important
que la personne puisse être acteur de son choix et de son soin, hein, et on parle que c'est la personne qui vient demander pour son animal, mais combien de fois, moi j'ai presque envie de dire 2 à 3 fois par semaine, lorsque je suis en déplacement, combien je suis confrontée à ce que je viens faire un soin pour l'animal et c'est l'autre animal de la maison qui à un moment donné dit oui mais moi je suis d'accord, j'en veux aussi un. Ou dans une écurie pareil, qui vient dire oui mais moi j'ai un besoin, là j'ai repéré que t'étais là, je suis ok, hein. Donc on voit que l'animal ou que la plante est aussi capable. Bien sûr que le coup de téléphone va être déclenché par un humain pour me prendre le rendez-vous, mais les êtres de la maison, les autres êtres vivants sont capables de dire moi aussi j'ai un besoin. Hein. Complètement, c'est sûr. Voilà. Et tout ça c'est tellement important de voir comment celui qui a besoin d'un soin, ô combien il doit être acteur. Ça, c'est fondamental. Il ne doit pas être passif et ça ne doit pas lui arriver s'il n'a rien demandé ou s'il ne veut pas. Ça doit bien lui arriver parce qu'il est acteur, où on sait, hein, dans des cas vraiment très graves, que là, il a du mal à être acteur, mais que par contre, sur le principe, il est d'accord pour recevoir. Voilà, ça c'est hyper important. Voilà. Ça, je n'arrête pas de le dire, hein, c'est quelque chose d'important. Donc là, je vais vous proposer une 3e partie. Et sur cette 3e partie, eh bien, toi, tu aurais envie de nous parler de comment tu procèdes pour un soin. Et je trouve que c'est vraiment une très, très belle initiative. Je t'en remercie d'avance. Et on se retrouve après la chanson. À tout à l'heure. À tout à l'heure. D'un corps coulé dans son corps, guérir, se perdre en délit moche et sale, pour juste un peu de réconfort. Qu'on élague de ce prénom comme un tag, guérir, se foutre des gens qui vous en veulent, d'être plus vite qu'un terrain vague. Se fait seul, se fait seul. Guérir
n'a pas d'autre choix. Cette attente triste à en rire et rire existe en toi, existe en toi. Bonjour pour cette troisième partie avec Jean-François Bourbon. Et là, tu nous proposes, et je trouve que c'est une énorme chance, de toucher le cœur de ton métier. Toi, quand tu reçois une personne dans ton cabinet, donc qu'on appelle actuellement, pour être moderne, un soin en présentiel. Hein, tout à fait. Ouais. Pour reprendre les mots, comment dirais-je, à la mode, c'est ça. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu accueilles la personne et après, comment tu vas appréhender les fonctionnements et les dysfonctionnements de cette personne? En fait, comme je dis, moi, je fais ça à l'ancienne. C'est-à-dire, je n'ai pas de table de kiné ni quoi que ce soit. Déjà, ça logerait pas bien. Et puis, j'ai pas besoin de ça. Donc, j'ai une chaise, un petit bureau, bien sûr. La personne s'assoit sur une chaise en face de moi et je vais prendre ses mains. Et en prenant ses mains, alors moi, si vous voulez, en grosso modo, on va essayer, même le temps ses mains comme ça, enfin là, ça fait un peu zombie, mais moi, je prends ses mains comme ça dessous. Et là, je me connecte tout de suite à l'énergie. Alors, comment je peux ressentir ça? Je ressens une chaleur, ni plus ni moins, une chaleur au niveau des poignets. Et à ce moment-là, si ce n'est qu'au poignet, au niveau des poignets, je sais que les énergies ne sont pas en harmonie dans la personne. Et je fais ça systématiquement dès le début pour chaque personne. Pourquoi? Parce que une personne va venir. Alors mettons, elle a quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un zona, une douleur, n'importe quoi, on va dire. Donc elle vient avec son problème. Mais il y a peut-être autre chose qui est en lien avec ça. Donc il faut d'abord faire le début. Le début, pour moi, que j'explique souvent, c'est comme une pyramide. La personne vient avec son souci qui est en haut sur la pointe. Alors ça paraît un peu mathématique et compliqué, mais c'est à la fois très simple. Car dans les soins, il faut être toujours simple et faire pas au plus facile, mais le plus simplement possible pour faire des belles choses. Plus on alambique, plus on complique les choses, moins ça va fonctionner. Donc, elle a son souci sur la pointe. Ok. Cette fameuse pyramide. Mais une pyramide, il y a un socle en bas. Et ce socle, il faut le renforcer parce que s'il n'est pas solide, le petit problème en haut, sur lequel on peut faire un soin ou mettre un peu de crème, on va dire, si c'est pas solide en bas, ça va se casser la figure. Donc, il faut renforcer l'être. Considérons que cette pyramide, c'est la personne par elle-même. On va renforcer les énergies, réharmoniser. Voilà, renforcer, ça fait un peu maçon quand même. Mais réharmoniser. À partir de là, je sens l'énergie dans ses mains, des poignets, et qui se déplace doucement. Ça peut prendre des fois 10 minutes, mais c'est pas grave, c'est tellement important pour arriver jusqu'au bout des doigts. Et là, je sais que les énergies de la personne, les chakras, les nadis sont réharmonisés, que tout s'est remis dans un bon fonctionnement. À partir de là, physiquement, moralement, déjà, c'est beaucoup. Après, je vais canaliser suivant les cas, pour reprendre des termes. On va dire tout simplement que je reçois des mots, enfin, c'est difficile à dire parce que c'est pas je reçois, mais en même temps si. Est-ce que j'entends? Je sais pas si j'entends, mais je peux dire le mot exact d'un problème psychologique, par exemple. Ou je dis à la personne, ça vous parle ce mot? Et elle me dit oui, c'est tout à fait ça. C'est bon. Bonne surprise au début. Et puis et je dis faut travailler dessus. En fait, je reçois
les informations sur ce que je dois travailler sur la personne. Après, je vais aller effectivement pourquoi elle est venue. C'est quand même elle est venue pour quelque chose cette personne. Et donc si je reviens à ce fameux zona ou psoriasis, après je vais traiter le psoriasis par exemple. Mais il faut d'abord faire graduellement. On peut pas aller directement sur le truc comme ça, c'est pas suffisant, c'est pas bien. Tout au moins pour moi, ça me parle pas. J'ai besoin de faire l'intégralité de la personne. Il faut que tout soit bien. Une personne qui est dépendante au pétard, à la drogue, on va dire, j'ai besoin je vais lui couper cette dépendance. Je vais lui couper du terme du barreur de feu. On fait des coupures. Mais avant, je vais rééquilibrer toutes ces énergies. Et à partir de là, on peut commencer le travail. On va couper la dépendance, plein de choses, le stress. Mais il faut que la personne soit bien dans son corps, dans sa tête, pour pouvoir le faire, tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire, je dirais, l'intégralité de la personne. Ce que tu es en train d'expliquer, moi, ça me fait énormément penser à la médecine chinoise et à ce que je travaille en shiatsu, c'est le fait que toute maladie n'est qu'un symptôme révélateur d'un mal-être mental, émotionnel et énergie, et que donc, c'est en travaillant sur la base de cette pyramide, donc sur les causes profondes à rééquilibrer, que là, pour le coup, on va pouvoir être acteur sur le symptôme révélateur. Oui, complètement, mais c'est hyper important de travailler comme ça. Bien sûr. Mais c'est vrai que, pour revenir aux formations de tout à l'heure, là, comme l'on parlait, je rebondis, ça s'apprend pas en un week-end, tout ça. C'est des années de travail sur soi, de travail de recherche. Après, il faut apprendre, il faut intégrer, digérer tout ça pour en faire notre propre technique, si on peut prendre ce terme-là. Oui. Là aussi, quelque chose d'important, chaque guérisseur, magnétiseur, coupeur de feu, rebouteux, va avoir sa petite spécificité, sa façon de faire, qui est liée d'une part à ses rencontres. Hein, oui. Voilà. Je trouve que les rencontres que l'on a quand on rencontre certains guérisseurs spécialisés dans certaines choses et que donc il y a un échange, transmission pour pas que les savoirs se perdent, donc cette fameuse transmission de rebouteux à rebouteux, bien évidemment, toute cette culture-là, ça s'accumule un peu comme une magnifique bibliothèque, hein, voilà, et ça devient notre base de travail à compléter infiniment et indéfiniment. Et à côté de ça, pour moi les animaux, mais pour toi les humains qui arrivent, donc même si aujourd'hui le shiatsu c'est une technique de bien-être au niveau des animaux, en attendant, les patients, j'ai envie de dire, nous apportent à chaque fois et nous apprennent quelque chose, ce qui fait qu'à chaque fois, ça aussi, ça nous fait progresser et ça crée notre différenciation. Et je trouve que tout ça, il y a quelque chose de magique et de merveilleux dans ce monde à la fois comme une famille, hein, et que comme dans toute famille, chaque membre a sa petite différence qui fait que du coup la famille est riche. Complètement, et je rebondis sur ton terme la famille. Tu vois, les gens quand les compétences et autres, je vois tout de suite que ce soit sur leur page Facebook, même leur surnom ou autre, je sais s'il est de la famille ou pas. Je sais ce que je dis, celui-ci fait partie de la famille, ou alors celui-ci, pas vraiment. Mais ouais, la famille, oui, c'est ça exactement. On se reconnaît de loin, je dirais aussi. Oui, puis dans famille, il y a aussi quelque chose de sacré. Hein. Bien être, bien vivre, bien mourir, on touche au sacré. Oui. Hein, donc ça, c'est très, très important. Une séance avec toi, ça dure environ combien de temps? Tu me disais que le toucher des mains, donc les poignets en haut, les doigts vers le bas, ça peut prendre environ 10 minutes. Mais une séance, ça prend environ combien de temps avec toi? Et pourquoi ce timing-là? Déjà, le timing, il se fait tout seul, je veux dire, en fonction de
du jour d'aujourd'hui, je dirais. Aujourd'hui, comme je procède et au point où j'en suis, si tu veux. Avant, je mettais 3/4 d'heure, voire 1 heure par personne. Maintenant, 1/2 heure me suffit. Et je constate, et c'est gênant même des fois, que des fois, au bout d'un quart d'heure, c'est suffisant. Voilà, ça va très vite. Enfin, comme je procède, ça va vite. Il y a des personnes qui vont mettre 1 heure pour rééquilibrer les chakras. Bon, c'est, voilà. Chacun sait sa technique. L'important après, c'est qu'il y ait du résultat au bout, tout simplement. Et c'est vrai que le fait d'avoir appris la coupure de feu par ordre mental, par cet esprit de décision, m'a vraiment débloqué, ou pas débloqué, mais ouvert plein de champs, de possibilités. Donc c'est vrai que comme c'est immédiat, on peut faire des choses très très rapidement maintenant. Voilà. Oui. Et moi, pour les animaux, je transmets également cet ordre mental parce que c'est une façon de s'approprier son corps. Tu vois, c'est vraiment très très importante pour la santé mentale, physique, émotionnelle. Et tu as raison, c'est vraiment quelque chose, je crois, en lien avec la télépathie, hein, bien évidemment, mais comme une auto-hypnose, tu vois aussi, et quelque chose qu'on permet à l'autre de s'approprier, avec aussi les mots qui sont posés. Et je me suis très longtemps questionnée sur qu'est-ce donc que cette parole humaine, qu'est-ce donc que cette incarnation où on peut avoir la faculté de poser à la fois la main et à la fois le mot. Et je trouve que, moi, dans mon parcours personnel, plus j'avance, plus je réalise cette connexion entre la main et le mot. Et du coup, plus je comprends aussi mon parcours et mon incarnation. Tu vois? Et je trouve que ça, c'est hyper important. Tu parlais tout à l'heure du parcours quand on est dans la guérison. Ce parcours nous apporte aussi sur notre chemin de vie comme des pièces au puzzle. Complètement, mais c'est un vrai puzzle. Mais c'est un puzzle qui est passionnant. C'est trop bien. C'est que on progresse, on avance, on fait des choses. Moi, quand j'ai commencé, tu vois, pour moi, le Saint Graal à l'époque, c'était de pouvoir faire partir un Zona un jour. Et un Zona, c'est un Zona, quoi. Je veux dire, voilà. Il y a tellement bien plus compliqué, malheureusement, quelque part. Mais voilà, on avance, on découvre, on progresse et on est tellement dans ce truc-là, c'est tellement notre voie, je veux dire. C'est trop bien, quoi. Je veux dire, on fait plein de belles choses. Alors après, c'est vrai qu'il faut pas se leurrer, hein. Des fois, des personnes me demandent et vous savez, je marche pas sur l'eau, j'ai pas cette prétention-là. Moi, je fais de mon mieux. On peut pas sauver le monde non plus, hein. Et voilà, mais on fait, tout au moins pour chaque soin, si on peut prendre ce terme-là, on fait de notre mieux. On fait de notre mieux avec l'amour que l'on a pour les êtres. Et c'est trop bien, quoi. Oui. Je crois que là, tu dis aussi quelque chose d'important. C'est la joie d'être sur ce chemin de vie de guérisseur. La difficulté du quotidien, le fait d'être dans la magie de la vie, mais pour autant de ne pas être un prestidigitateur. C'est ça. Parce que mourir est normal. C'est aussi une leçon où nous allons apprendre énormément. Nous apprenons de la mort des autres et nous allons apprendre de notre mort à vous. Voilà, et de notre propre mort à nous après. Voilà, et toutes ces expériences, hein, eh bien, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, je vous invite à voir, bien entendu, Jean-François, et à le contacter si vous avez un besoin, et aussi prendre conscience que la guérison dépend d'abord de celui qui a une guérison à faire. Ça, c'est le plus primordial, et Jean-François vous guidera sur ce chemin-là pour travailler les bases avant de travailler le symptôme. Je te souhaite une très très belle vie, Jean-François. À bientôt. Merci. Je crois qu'on se retrouvera pour d'autres émissions, pour toujours expérimenter, explorer, essayer d'être plus pointu, hein, sur donc tout ce que la guérison comporte. À très bientôt. Très belle vie à tout le monde sur Radio Club et bonne suite
programmes. Merci à toi, Lucille. Merci pour ce bon moment passé ensemble. C'était vraiment obligé de se revoir d'ailleurs. C'est trop bien. Oui, tout à fait. À très bientôt. À bientôt. Retrouvez Lucille dans 15 jours pour une prochaine entrevue. D'ici là, prenez soin de vous, de la nature et des animaux.